Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sylvie Guillaume, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée européenne, présidente de la délégation socialiste au Parlement européen, ancienne vice-présidente du Parlement européen. Le Parlement qui a élu la semaine dernière sa nouvelle présidente, Roberta Metsola. Vous n'avez pas souhaité voter pour elle, pourtant une femme plutôt courageuse, maltaise, anti-corruption, mais opposée à l'avortement. Oui, tout à fait. Je n'ai pas voté pour Roberta Metsola, que je connais bien par ailleurs, et qui a effectivement les qualités que vous avez décrites, plus d'autres, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les questions de migration et d'asile, et donc on a longuement coopéré. Elle était coordinatrice de son groupe. Mais symboliquement, vous voyez, pour moi qui suis une ardente défenseuse des droits des femmes, et notamment de l'IVG, c'était absolument impossible d'aller dans ce sens, et donc je n'ai pas voté pour Roberta Metsola, en effet. On a entendu Emmanuel Macron proposer que l'avortement intègre la charte des valeurs fondamentales de l'Union européenne. C'est une proposition à laquelle vous ne croyez pas? Je serais ravie que ça puisse être possible, parce que la charte a besoin nécessairement, au bout de quelques années, d'être révisée, de regarder si elle correspond réellement à l'évolution du monde, l'évolution de l'Union européenne. Et donc sur l'idée en elle-même, je suis plutôt d'accord. Mais la difficulté, c'est qu'il faut obtenir l'unanimité pour changer la charte des droits fondamentaux. Et j'ai comme le sentiment, voyez-vous, que du côté de la Pologne ou du côté d'autres pays, de la Hongrie par exemple, où on a quelques autres enjeux à faire valoir au sein de l'Union européenne, on marchande effectivement cette unanimité. Ces deux pays ne sont pas très réputés pour être très pro-IVG, on va dire, surtout en Pologne. Et donc je crains qu'ils n'utilisent une mesure de rétorsion sur un changement de la charte des droits fondamentaux par rapport à d'autres enjeux, singulièrement sur l'état de droit dans leur pays. Ce que nous a appris cette affaire, c'est qu'une très large majorité des Européens, je crois qu'on dit 87%, sont favorables à l'avortement. Est-ce que sa remise en cause est vraiment un sujet aujourd'hui en Europe ? Oui, c'est un sujet parce que quand vous voyez des grands pays qui sont entrés dans l'Union européenne, qui bénéficient des fonds européens, mais qui prennent des libertés avec la question de l'état de droit en général et avec la question des droits des femmes en particulier, on peut se poser la question. Alors, évidemment, quand on est en France, on se dit tout ça ne peut pas arriver, on ne peut pas revenir en arrière. Moi, je me suis longtemps dit ça, et finalement, je pense qu'il faut toujours être au taquet sur cette question-là et n'accepter absolument aucun recul nulle part. Donc, c'est pour ça qu'il faut être tout le temps très, très vigilant sur ce sujet. Alors, au nom du groupe socialiste, vous êtes aussi intervenu lors du discours d'Emmanuel Macron, qui prend la présidence, qui assume la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois. Dans son discours, vous avez décelé trois doses. Il y avait le bon, la brute et le truand. Oui, en effet. Et c'était un moyen qui n'a pas forcément très bien marché d'ailleurs, de se faire repérer dans un contexte où finalement cet exercice du président de la République, puis les réponses des députés européens, a été très très centré sur la dimension française et la campagne électorale française. Donc c'était un moyen, au titre de mon groupe, d'essayer d'avoir un peu d'originalité sur ce que je voulais moi voir dans ce discours, c'est-à-dire un vrai engagement européen. Et indéniablement, Emmanuel Macron est quelqu'un qui est très engagé dans la vie politique européenne, mais de dire aussi qu'il y avait des défaillances à cet engagement et qu'il y avait des blancs complets sur certains autres engagements. On va en parler en détail, mais vous trouvez que vos collègues qui ont nationalisé cet instant, notamment Yannick Jadot, le candidat écologiste, qui a vraiment fait un débat présidentiel français de cet instant, ont eu tort ? Je trouve que ça méritait effectivement qu'on se centre sur les questions européennes. Donc voilà, ils ont choisi de faire cela, mais initialement, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que c'est Emmanuel Macron qui ouvre le flanc à la critique sur ce sujet, puisqu'il accepte de prendre la présidence française du Conseil de l'Union le 1er janvier 2022 jusqu'en juin 2022, peut-être. C'est l'agenda. La réalité, c'est qu'il y a un agenda politique français avec la présidentielle. Donc le président de la République pouvait refuser, ou en tout cas donner un délai à cette présidence et la décaler après, en espérant sans doute de son point de vue qu'il soit encore le président de la République. Donc il avait ce choix. Donc c'est Emmanuel Macron qui met sur le devant de la scène un débat national au moment où il prend la présidence du Conseil français de la présidence française du Conseil de l'Union. Donc je ne peux pas nécessairement en vouloir totalement à mes collègues, puisque initialement c'est plutôt Emmanuel Macron qui fait ce choix. Alors, ce qu'il a mis à l'agenda, et j'ai l'impression que vous y êtes plutôt favorable, c'est la taxe carbone aux frontières, c'est un salaire minimum européen, c'est une régulation des plateformes numériques. Ce sont des sujets sur lesquels vous pensez qu'il peut y avoir des avancées dans les 6 prochains mois ? Oui, je suis plutôt contente que ce soit dans le panier des courses de cette présidence française, donc qui va durer 3 mois, effectivement, en réalité.
Et j'ai même la prétention de penser qu'on est, pour beaucoup, nous, comme groupe socialiste et démocrate, à l'initiative de ces sujets. Donc je me félicite effectivement qu'il y ait des avancées possibles. Pourquoi les a-t-il choisis comme étant des avancées possibles? Parce qu'elles sont très près de réussir. Prenez la régulation du numérique et les grandes plateformes avec ce qu'on appelle le DSA. Nous avons voté exactement en même moment en plénière le DSA au Parlement européen. Donc on va entrer dans la phase finale, mais c'est plus de 2 années de travaux au Parlement européen. Donc on sent bien qu'il y a une sorte d'entonnoir dans lequel se précipite le président de la République, malgré ses convictions sur la régulation du numérique, pour voir un certain nombre de sujets aboutir. Mais je ne vais pas me priver de ça. Il y a d'autres sujets sur lesquels je suis beaucoup plus critique et sur lesquels il n'a pas fait du tout d'avancée. Sur la taxe carbone aux frontières, c'est un sujet qui me paraît plus compliqué à mettre en œuvre? Non, c'est dans ce qu'on appelle le paquet de la régulation et de la lutte contre le changement climatique, ce qu'on appelle dans notre jargon le Fit for 55, ce qui veut dire est-ce qu'on sera au point pour faire 55% de réduction en 2030 sur l'émission du carbone. C'est le texte qui est le plus abouti, là aussi. Donc c'est celui qui a le plus de chances d'être couronné de succès dans la période. Donc non, je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet et c'est un mécanisme qui est très très important pour en gros sortir de l'Union européenne de la naïveté, c'est-à-dire ne pas s'imposer à nous seulement des règles s'agissant de la production industrielle et de respect de l'environnement, mais aussi de pouvoir les imposer aux autres. Un des enjeux européens sur la question du climat, c'est celle du nucléaire. La France souhaite que le nucléaire fasse partie des énergies renouvelables, des énergies propres. C'est quelque chose auquel vous vous opposez? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les investissements dans le nucléaire, au terme de ce texte qu'on appelle taxonomie, c'est pas très joli, mais c'est comme ça, les investissements dans le nucléaire sont considérés comme des investissements verts. Et ça, on n'est pas d'accord. Personne n'empêche, dans ce texte-là, de financer le nucléaire. Mais de le qualifier comme étant un investissement vert, quand on sait, par exemple, la question des déchets, nous considérons, je considère que c'est quand même vraiment une aberration. Et qu'il aurait fallu stigmatiser et concentrer les investissements verts sur tout ce qui est renouvelable. Oui, donc c'est une erreur. Mais c'est une erreur qui est liée à un deal avec les Allemands qui, eux, voulaient avoir le gaz dans cette taxonomie. Donc c'est l'intégration du nucléaire et du gaz comme étant un investissement vert n'est pas juste de notre point de vue. Ça peut être des investissements de transition, mais pas des investissements verts. Un sujet sur lequel vous vous êtes beaucoup investi en tant que députée européenne, ce sont les migrations. On a vu le Parlement européen, dans les dernières années, la construction de murs aux frontières de l'Europe. Le Parlement européen, vous vous opposez à leur construction et leur financement, mais ce n'est pas ça qui va au final changer la donne. Ils se feront, ces murs. Sans doute que certains pays choisiront effectivement de se lancer dans ce type d'opération. On l'a vu en Pologne quand il y a eu cette problématique à la frontière avec le Bélarus. Mais je ne pense pas que ce soit la solution. Donc, se centrer sur la construction de barrières ne résout pas la problématique en réalité. Pour moi, la réalité, c'est de pouvoir faire en sorte que le système d'accueil soit régulé comme il faut. Dans les propositions qui nous sont faites en matière d'asile et de migration au plan européen, et ceci depuis de nombreuses années, on considère qu'il faut externaliser les choses. C'est-à-dire, on ne laisse pas rentrer les gens et on laisse les pays extérieurs à l'Union européenne se débrouiller avec les mouvements de population en s'en lavant les mains. Moi, je considère que l'Europe doit assumer l'accueil des personnes, quitte, et je ne suis pas une no-border, je ne suis pas une folle furieuse de l'accueil, je dis simplement qu'il faut réguler les choses. Et pour réguler correctement les choses, pour lutter contre le système des passeurs, il faut pouvoir être sérieux dans les procédures qui sont appliquées aux personnes qui veulent rentrer dans l'Union. Ce qui nous est proposé depuis 2016 et même avant, c'est en fait considérer que on peut faire de la solidarité comme ça avec l'air du temps. Sauf que les pays de première ligne, là où les gens sont susceptibles d'entrer, resteront les pays de première ligne. Il ne peut pas y avoir un glissement de terrain qui va faire que l'Italie ou que Malte vont se retrouver au milieu de l'Europe. Donc il faut gérer cette situation correctement avec des procédures adaptées et pas se replier simplement sur les pays extérieurs à l'Union européenne pour faire le travail à notre place. Concrètement, vous souhaitez que les demandeurs d'asile puissent rentrer dans l'Union européenne, venir éventuellement jusqu'en France, faire leur demande ici et puis être soit acceptés, soit expulsés ensuite. Je souhaite que les personnes qui sont en danger puissent considérer l'Union européenne comme un havre de paix et de protection. Oui, ça je l'assume, c'est le droit d'asile, c'est un droit international et ça je l'assume.
Ce que je veux, c'est que ces procédures soient contrôlées et respectueuses du droit des personnes. C'est ça mon point. Ce n'est pas de considérer qu'il faut absolument que les gens rentrent. Je veux que s'ils rentrent, ils soient considérés avec des droits et des devoirs, bien évidemment, mais des droits et que les choses soient contrôlées. Et la politique de démarrer ces demandes à l'extérieur de l'Union européenne, vous vous y opposez ? C'est pas que je m'y oppose. Je trouve que ce serait même d'ailleurs plutôt une bonne idée d'avoir la possibilité de permettre un accueil pour les gens qui demandent l'asile à l'extérieur. Le problème, c'est que le droit de l'asile ne le permet pas. Et par ailleurs, je me disais que quelqu'un qui est vraiment très en danger, qui est poursuivi dans son pays pour des raisons politiques ou personnelles, je le vois mal aller dans un consulat dans son propre pays et demander l'asile sans avoir de risque personnel ensuite pour avoir fait cette démarche. Donc je ne pense pas que ce soit nécessairement au final une très très bonne idée. C'est séduisant, on peut se dire que ça serait une protection immédiate, mais en réalité ça peut comporter aussi beaucoup de dangers. Un dernier mot sur la situation française. On a vu que la primaire populaire avait clôturé ses inscrits, un peu plus de 400 000 personnes qui s'apprêtent à voter. Vous souhaitez que votre candidate, Anne Hidalgo, reconnaisse le résultat de cette primaire populaire ? Je pense qu'Anne Hidalgo a été assez claire sur les conditions d'exercice de ce vote, qui sont en fait c'est pas une primaire en réalité, c'est un classement avec des gens qui vont s'exprimer sur des candidats qui ne sont pas candidats dans ce processus. Donc ça n'est pas très démocratique et très sincèrement, je crois qu'Anne Hidalgo a été très claire sur le fait qu'elle continuera à être candidate, quel que soit le résultat de cette primaire, en tout cas de cette consultation. Et vous souhaitez qu'elle aille jusqu'au bout, même si la traduction concrète, c'est qu'il n'y aura pas de candidat de gauche au deuxième tour de la présidentielle. Je pense que les choses ne sont pas fixées. Vous savez, on a tout maintenant sous les yeux, à la fois des délais de présentation de candidature, des sondages au cours des précédentes consultations qui étaient extrêmement mauvais. On a même, nous, comme Européens, la situation du SPD allemand qui était donnée dans les tréfonds du classement avant l'élection qui est intervenue l'année dernière et finalement qui sort avec une coalition où ils sont, le SPD, très fort. Donc vous savez, il faut se méfier des sondages et on va voir comment la campagne s'organise maintenant réellement dans les faits. Mais s'il y a toujours autant de candidats à gauche, il n'y aura pas de miracle. Ça risque d'être compliqué en effet. Donc quelle est la solution ? La solution, c'est que notre candidate soit devant les candidats de gauche et de l'écologie. Sylvie Guillaume, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.